Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse plus ou moins approfondie du CME. Donc l'endroit où tout simplement Bitcoin en ce moment est le plus tradé. Et puis on va aller faire la routine habituelle, c'est-à-dire technique fondamentale et sentiments sur BTC. Allez, intro. Alors, simplement pour rappeler comment avait été adopté à l'époque le CME, eh bien l'introduction s'était faite ici, au 18 décembre 2017, c'est-à-dire le très exact top de marché de l'année 2017. Ici, il y avait eu l'annonce, je vous le rappelle, on avait eu du push, et puis au moment de l'acceptation, eh bien cette news assez massive avait tout simplement provoqué la baisse suivante qu'on connaît, qui est probablement dû également à d'autres facteurs, hein, donc c'est pareil, là ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais qui avait quand même marqué le top de marché. Et le top de marché précédent, en tout cas le premier, celui que moi je considère comme la fin du bull market, puisque je considère que ça, on va appeler ça comme un AR, un automatic rally tout simplement en Wyckoff, c'est-à-dire que là on était tellement shorté qu'on a eu ce besoin de revenir finalement à la TH une deuxième fois, mais pour moi le top de marché il a eu lieu ici, c'était l'introduction en bourse de Coinbase. Donc se baser sur une éventualité d'un sell de news sur un événement majeur sur la crypto n'est pas nécessairement une connerie en soi. Néanmoins, les mécanismes de l'ETF spot sont complètement différents. Et là, je rip sur le CME. Mais les mécanismes de l'ETF spot sont complètement différents. Vous voyez ici la cotation, hein, qui, comme je vous le disais, a commencé au 18 décembre sur le CME. Qu'est-ce qu'on fait derrière ? Eh bien, on fait une énorme correction. Cette énorme correction revient sur des points antérieurs, là on les a pas, mais sur des points antérieurs sur lesquels il était intéressant de rebondir, et ensuite on revient en zone de rechargement. Ensuite on a la crise Covid qui nous ramène sur la zone de rechargement inférieure, donc là je dirais qu'en logarithmique on se balade du 0,786 de cette baisse là jusqu'à finalement revisiter derrière le 0,786 de cette baisse là, d'accord ? C'est pas nécessairement, encore une fois, la bonne analyse ici. Ce que je veux dire, c'est que on évalue le champ des possibles. Actuellement, donc suite au top précédent ici, on se retrouve finalement dans la zone du 0,786. Même si on prend le top précédent, on est très légèrement au-dessus. Donc on est dans cette zone éventuelle où le prix peut se retourner, zone de rechargement institutionnel au niveau des shorts. Et donc vous le voyez ici sur cette descente-là, on a retracé quasiment 80% de la descente en fait, et puis derrière, si jamais on revenait à faire le même scénario type que celui d'un énorme sell de news, hein, là on est d'accord là-dessus, et d'une récession, puisque là on avait eu, je le rappelle, le crash Covid, on peut estimer que la barre des 20 000 a priori devrait tenir, si jamais on répète encore une fois le scénario de 2019. L'histoire rime, elle ne se répète pas, mais voilà. Dernier rempart, bien évidemment. Ici, vous le voyez, cette énorme zone de volume profile, dont il serait pas forcément choquant de venir combler le gap aux 12 000 $. Est-ce que néanmoins, on peut pousser plus sur cette news du CME qui n'est pas encore sortie ? Bien sûr, on peut aller, vous le voyez ici, le 0,786 est à 49 765, ça c'est une première chose. Et puis, derrière, les mécanismes de l'ETF spot sont différents. Je vais nettoyer un petit peu la charte ici, vous avez compris les principes du fait de se balader de zone de rechargement en zone de rechargement. On va juste noter que là, autour des 20 000, on va légèrement augmenter celui-là, mais ici on avait 18,5 pour éventuellement revenir retester le dernier carat de ce creux-là. Je dis pas nécessairement que c'est ce qui va se passer, encore une fois, moi j'établis tous les scénarios, je leur donne une probabilité, et c'est la manière la plus intéressante pour moi, tout simplement d'investir sur les marchés, c'est-à-dire avoir une probabilité qu'un scénario se réalise et en fait tout simplement adapter son investissement en fonction de la probabilité qu'on donne à des éventualités. Ce qu'on peut voir sur des timeframes plus petites en ce qui concerne le CME, c'est une très belle montée. Vous voyez ici cette très jolie flat. Et donc du coup, si on est dans quelque chose d'impulsif en 5, à ce moment-là, il se pourrait qu'on ait une 4 et que derrière on rebondisse pour venir chercher la TH, ça c'est une possibilité. En revanche, si on est sur une correction qui se fait ici par exemple en 3, on serait plutôt sur une montée corrective en 3 et on s'attendrait derrière une descente en 5, un petit peu comme on a eu ici cette descente-là, ce qui voudrait dire une 5
3, 5, ce qui serait en Elliott plus ou moins une zigzag. Cette zigzag peut venir chercher le bottom, à savoir là on en a parlé les 12 000, là où on a quand même énormément ici de volume, hein, l'endroit où le plus de bitcoin ont été échangés en valeur bitcoin dernièrement est tout simplement cette zone là. Puisque on l'a travaillé dans cette zone-là, on l'avait auparavant travaillé sur cette descente, vous voyez que c'est une zone où il y a énormément de volume qui a été fait. Les gros achats pré-bull run ont eu lieu là-dedans, hein, d'accord. On a eu ici une volonté d'acheter, notamment dès qu'on s'est un petit peu remis de tout ça. Et du coup, je vous avais mis ici le point de contrôle total, étant à 9 000 $. Revenir aux 12 000 $, pour moi, j'y accorde une probabilité d'une trentaine de %. Pas beaucoup plus, parce qu'il faudrait une récession. Il faudrait quand même aussi que Bitcoin se comporte très mal en récession, donc il reste un petit peu collé au marché action. C'est-à-dire qu'il est la mémoire de ce qu'il s'était passé pendant le Covid ici. Et là, on voit quand même une décorrélation assez importante. Est-ce que cette décorrélation, elle a lieu juste sur fond de news ETF? C'est-à-dire qu'on a un événement endogène qui nous met dans une décorrélation partielle d'avec le S&P 500, le Nasdaq, etc. Ou alors, est-ce que effectivement Bitcoin est en train de faire sa vie? C'est une question qu'on peut se poser aussi. Et j'accorderai ici, encore une fois, 70% de chance au fait que toute la correction ait eu lieu là, c'est-à-dire une 3, 5, pour le coup une flat étendue, d'accord, 3 ici, 3 là et 5 là, mais on a déjà parlé de ce scénario là, et que là on soit tout simplement dans une impulsive où effectivement on va plus haut. Donc scénario privilégié, c'est une éventuelle correction de 4, a priori au moins dans cette zone là, hein, il devrait y avoir une forme de réaction sur les hauts time frames. Ici on avait eu quand même dans les hauts time frames, on avait eu quelque chose, une grosse consolidation qui s'était faite. Donc la zone ici sur laquelle on est en train de, en ce moment, buter un petit peu est normale. Moi, j'opterais bien pour, un rejet, un retest quelque part ici des 34 ou 32, quelque part par ici. Revenir éventuellement tester la borne basse et là, venir chercher l'ATH. Pour moi, c'est vraiment la possibilité la plus importante qu'on mettra autour des, je dirais 50%. Une chance sur 2, et voilà. Donc là, on aurait la news ETF, et puis ensuite, on verrait les ETF potentiellement être acceptés, et effectivement, ou même, voilà, soit c'est un soft landing ici, c'est-à-dire que les actions ne corrigent pas plus que ça, on va dire, soit c'est également, donc une récession assez faible, et puis on repart également, ou alors tout simplement, Bitcoin fait sa vie. On a effectivement une récession, mais Bitcoin fait sa vie, il devient, entre guillemets, une valeur refuge, ce que beaucoup de gens semblent vouloir en ce moment dire, c'est-à-dire décorrélation finalement du Bitcoin par rapport au marché action. Les gaps sur CME, et on va pas trop faire longtemps sur CME non plus, mais on va zoomer un petit peu, on va aller en 4 heures. Finalement, qu'est-ce qu'il s'est passé hier? Vous voyez qu'on a fermé le gap qui était ici, qui était le gap du week-end dernier. Il a été parfaitement fermé. On a un gap encore en dessous ici, à peu près dans cette zone, autour de 40 à 39. Je pense qu'il va être fermé à terme. La question étant, est-ce qu'on vient chercher 49 avant? Ou alors, est-ce que 48, 49... on peut aller à 52, c'est pas tellement le problème, mais je dirais, voilà, la zone est intéressante autour de 49, tout simplement parce qu'en haut de time frame, on est sur des niveaux de Fibo intéressants, et on est sur le haut de la correction en haut de time frame que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on a quand même ce gap sur le CME qui est assez conséquent, et derrière, on a une quantité de tout petits gaps qui sont pas conséquents, hein, qui sont pas réellement des vrais gaps parce qu'ils ont été soit partiellement fermés, soit partiellement visités, mais le gros gap qui reste, on va dire qu'il va être autour des 20 000 $. Donc dans le scénario d'une correction type 2019, on viendrait fermer tous ces gaps. D'accord, comme ceci. Dans le scénario d'une 4, on viendrait chercher 32 et on repartirait ici vers le haut, sachant que la possibilité qu'on pousse ici plus haut sur l'acceptation de news ETF, et je dirais que cette barre, ce n'est pas un gap, hein, ici la barre rouge, c'est plutôt une zone de résistance potentielle, on va dire, la dernière zone sur laquelle on peut avoir de la résistance, mais ici, voilà, on voit bien tous les scénarios possibles, et en tout cas le CME, l'endroit où le Bitcoin est le plus tradé, provoque des gros spreads en ce moment, ce qui fait que lui, pour le coup, il est dans ces zones de Fibonacci sur lesquelles il a une potentialité de rejeter. On l'a vu également, les rejets violents, théoriquement, se font sur des V-top violents. Alors on l'avait eu un peu moins ici, mais on a quand même eu un V-top ici plus ou moins. Mais vous voyez ici, ça voudrait dire quand même enclencher une correction, essayer de reprendre et puis derrière dégager vers le bas, un petit peu comme ce qu'on avait eu sur 2019. Donc voilà un petit peu pour
L'idée, faire une très belle structure, ça serait revenir tester ça, parce que là on a un problème. Là ici vous le voyez, on a du volume profile qui n'a pas été fait, le prix n'a pas fait beaucoup de business entre 34 et 31, et il pourrait avoir envie de revenir retester cette zone pour donner tout simplement une structure parfaite, hein, en price action. On va dire qu'une structure parfaite, c'est une structure qui à chaque fois vient retester tout simplement ses vallées précédentes. Ici j'ai une vallée, elle est retestée par ce bottom, ici j'ai une vallée, elle est retestée par ce bottom, ainsi de suite. Donc là pour le coup en price action, il y a un petit souci en termes de volume profile. Il faut voir les choses et c'est pour ça que les Fibonacci marchent très bien. Et là, je vais faire un aparté. Fibonacci, pensez au 3,14, pensez à un cercle qui n'est plus ou moins jamais parfait, d'accord? Le 3,14 est un chiffre infini. Le 618, vous comprenez que c'est 2 fois 3,14. C'est pas nécessairement ici vraiment ce que vous voulez voir, mais le fait que la suite de Fibonacci soit la somme des chiffres précédents, 1, 2, 3, 5, etc. Excusez-moi, donc le fait que les ratios de Fibonacci soient la résultante finalement de sommes de chiffres comme celui-ci, c'est-à-dire 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, 5 plus 3 égale 8, bref, la suite de Fibonacci, fait qu'on retrouve effectivement ce nombre d'or, le 1.618, un peu partout dans la nature, sur les arbres, etc. Et il faut essayer d'imaginer ici un arbre qui va construire ses feuilles, comme ceci. On va dire que ça va être un premier étage de feuilles, désolé pour les dessins qui sont extrêmement mal faits. Et le ratio de Fibonacci fait que, en fait, la feuille suivante va venir chercher son soleil dans l'espace qui est libre. Voilà, c'est ça que donnent ces suites de nombres. C'est pour ça qu'on retrouve en fait assez souvent le ratio de Fibonacci dans la nature, mais également dans le prix, tout simplement parce qu'il faut le voir ici comme des ratios qui finalement vont venir chercher les creux dans le volume profile. Et vous voyez ici que pour beaucoup, à énormément d'endroits, on va venir en fait travailler ça, cette idée-là, c'est-à-dire cette idée que là où j'ai des trous dans le volume profile, le prix pourrait, entre guillemets, vouloir revenir. Et vous voyez qu'on utilise beaucoup le volume profile et qu'on utilise beaucoup les imbalances, qu'on utilise beaucoup ces choses-là, les endroits où le prix n'a pas nécessairement traîné. Et là, on peut le voir ici, où vous voyez qu'on a traversé très fort cette ligne-là, on a traversé très fort ici. Si jamais je dézoome, je suis sûr qu'on va aller voir éventuellement des endroits où entre 31 et 33, il n'y a pas eu nécessairement énormément de business, en tout cas dernièrement. Et donc là, du coup, voilà, c'est ça qui vous donne un petit peu les ratios de Fibonacci. Voilà pour cette petite aparté et voilà pour cette analyse du CME qui correspond au final à une analyse du prix, mais on a rajouté un petit peu les gaps dans l'analyse et on a rajouté également un petit peu cette idée que comprenez bien que des événements majeurs de marché, naissance du CME ici, introduction de Coinbase en bourse ici, des événements qui sont fondamentalement relativement bullish. Ici, c'est l'acceptation plus ou moins quand même qu'on a un contrat sur le CME qui vient à être tradé en bourse, même si encore une fois, le mécanisme d'un ETF spot est totalement différent de celui qu'on peut avoir sur un CME ou une introduction de Coinbase en bourse, tout simplement parce que un ETF spot, si vous achetez de l'ETF via BlackRock ou et donc via votre banque par exemple, et bien à ce moment ou Revolut ou que sais-je, et bien à ce moment-là, il va falloir que ce Bitcoin soit effectivement acheté au marché sur Coinbase qui viendra acheter effectivement un ETF. Donc cette news-là de l'ETF Spot, si acceptation de l'ETF Spot en masse il y avait, et bien à ce moment-là, bien évidemment, créerait un choc de demande dont on a déjà pas mal parlé sur la chaîne aussi. Donc voilà pour Bitcoin, on va pas faire les petites timeframes, on les fera peut-être en conclusion de la vidéo. En ce qui concerne Ether, BTC, on se reprend sur les 0,50, c'est un petit peu habituel. On le voit ici, où vraiment c'est le support daily. On se reprend pas la folie non plus, vous comprenez que ici, voilà, on tergiverse quand même depuis un bon moment désormais sur ce support-là. Ce support-là étant perdu, si jamais il était perdu, je veux dire, à ce moment-là, on pourrait vraiment tabler sur une correction plus importante de Ether contre Bitcoin. Mais à ce stade, c'est un endroit où systématiquement le marché rachète Ethereum contre Bitcoin. Donc on est désormais dans ce range depuis le 23 octobre et en haute time frame. Comprenez bien que le niveau fait sens puisqu'on est dans cette vallée-ci et avec ce niveau-là qui effectivement pour le moment est en train de tenir. En ce qui concerne, et là vous comprenez que j'élargis un petit peu par rapport à d'habitude, d'habitude je vais un petit peu plus en profondeur dans les time frames et là on va faire plutôt de quelque chose de large, donc une vidéo plutôt axée investissement. En ce qui concerne Ethereum, alors il y a plusieurs choses intéressantes sur Ethereum.
D'abord, ici, ce rebond aux 880 000 $ correspond à pas grand-chose sur les hauts time frames, vous le voyez ici. Ça correspond vraiment au bas de cette toute première, on va dire, correction ici, d'accord. Donc en haut time frame, ici, on avait corrigé, on est venu chercher vraiment le bas, le pic, d'accord. Donc ça correspond, oui, à quelque chose, mais vous voyez que c'est pas énorme, hein. On s'attendrait peut-être plutôt à un moment donné à ce que Ether vienne chercher les 500 $ un jour. Derrière, vous le voyez sur le volume profile, c'est un peu pareil, 600 $, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une possibilité qui existe également. Cela dit, Ether est très loin de son point d'orgue. Excusez-moi. Ether est très loin de son point d'orgue et d'aller rechercher pour le coup son 786, il serait plutôt à 3300 $, et exactement au même endroit, hein, finalement, dans cette fameuse correction haute time frame. Pour le coup, il l'a attaqué frontside, lui, c'est-à-dire il s'est arrêté tout simplement pour le moment, en tout cas, à ce qu'il en est de cette time frame-là. Mais dans les hautes time frames, vous voyez que je vous ai mis les grosses clôtures weekly ici qu'on avait eu assez souvent, et ben on s'attendrait plutôt à 2005, 3000 et 3500 $ pour un endroit de rejet pour Ether. Donc est-ce que Ether pourrait performer, puisque lui aussi on attend éventuellement son ETF, même si pour l'instant il a été pas mal repoussé, etc., puisque le marché et surtout Gensler veut jouer cette ambiguïté qu'Ether est peut-être une security et non une commodity, donc la régulation serait différente dans ce sens-là. Néanmoins, je pense également qu'il va y avoir la même narration sur Ether, c'est-à-dire ETH spot, etc. Si on venait à corriger sur Ether, bah pour le moment on a cette très jolie AQ ici. Donc une correction ici autour des 1007, pourquoi pas, ça serait pas choquant, d'accord, de faire un espèce de biseau comme ceci, et puis derrière éventuellement de se reprendre, et soit venir casser cette figure qui est plutôt une figure bearish, hein, par le haut, c'est-à-dire venir chercher finalement les 3000, soit tout simplement également, parce qu'on peut voir cette figure de deux manières différentes, c'est-à-dire plutôt un triangle rectangle. Si c'était un triangle rectangle, c'est plutôt une figure bullish pour le coup. Mais si jamais on perd cette accumulation par le bas, on pourrait s'attendre à revenir visiter le bas sur Ether, ou alors les 1000 $, d'accord, 1000 $ ici, hop, on repart, ou alors tout simplement le haut. Tout simplement parce que vous aurez ici une espèce de structure de retournement comme ceci, et que c'est un biseau ascendant, donc du coup la target est soit le bas de la figure, soit la vague numéro 2. En tout cas, sur Ether, pour l'instant, vous voyez que pour l'instant, on joue avec le haut de cette distribution-là, qu'on n'arrive pas à casser complètement, on le réintègre, on est autour, on ne sait pas réellement si ça va casser. Si ça, effectivement, ça pète, pour moi, c'est nos limites pour Ether, pour aller à minima à 3500, peut-être même 4000 $. Si jamais, en revanche, on est repoussé par ça et qu'on vient perdre ça, ben à ce moment-là, c'est revisite des 1000 $. Donc je le vois comme ça en termes de signal, en haut time frame, hein, bien évidemment. C'est bien évidemment les choses que je regarde également. Et donc du coup, voilà pour Ether. En ce qui concerne le total 3, hop. Alors hier, pendant le dip, on a momentanément perdu cette droite-là. Je parle de la rouge là, désolé, je l'ai mal tracé. Vous voyez qu'en termes de daily, c'est une mèche, d'accord? On a refait une clôture daily, en tout cas on n'a pas fait une clôture daily sous cette mèche là, donc en daily, cette droite de tendance là n'est pas perdue, puisque c'est une mèche, encore une fois, de liquidation. Cela dit, si vraiment on rentre dans une correction plus importante des ALT par rapport à BTC, et ben on perdra éventuellement tout ceci pour revenir aux 325. Si en revanche on continue à tenir ici cette droite de tendance qui est là, et ce pendant un certain temps, ben à ce moment-là, si on revient à minima chercher les 440 milliards et peut-être aller plus haut. Cette correction était plutôt saine sur les alts, on l'a vu sur les niveaux de liquidation, etc., où c'était plutôt intéressant. On envoie une petite page de pub et après ça on va faire tout ce qui concerne les news et ensuite la liquidité, bien sûr, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les
les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici, de manière à accéder au serveur. Et ensuite, rendez-vous sur l'onglet ici, vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Allez, en ce qui concerne la news, ce qu'on peut voir ici, c'est Eric Balchunas qui nous dit que par rapport au rapport d'hier de Matrixport, eux, dans leur sens, et on va dire qu'il y a deux experts ETF qui sont Eric Balchunas et James Effart, et les deux disent plus ou moins, nous, on n'a pas eu vraiment d'infos comme quoi ça pourrait être rejeté du tout, on a plutôt eu que des infos comme quoi ça pourrait être accepté. Également, réunion hier entre la SEC et tous les exchanges, donc le Nasdaq, le CBOE et le New York Stock Exchange, pour finaliser en fait les commentaires de tous les spots ETF. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui irait dans le sens d'une approbation également, ou en tout cas d'une étude approfondie de tout ce qui concerne les ETF spots. Et Goldman Sachs qui est en discussion avec BlackRock pour être inclus comme participant autorisé sur leur spot ETF Bitcoin. Je crois que pour le moment, on a Jane Street, on a JP Morgan, et Goldman Sachs serait donc un des autorisants participer pour en fait faire les mécanismes d'intégration, réintégration, etc. sur le TA Spot tout simplement. Et j'en profite pour dire que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette année, on a donné 12 000 €, 1338 abonnés. N'hésitez pas à venir nous rejoindre également sur le Twitter de la chaîne. En ce qui concerne Wall Street Journal, à part du Epstein, on n'a pas grand-chose. Goldman Sachs, on en a déjà parlé ici, et pour le coup c'était Grayscale et BlackRock, effectivement les deux sur lesquels Goldman Sachs pourrait être autorisant de participer. La Corée du Sud qui propose un ban sur les cartes de crédit crypto, toujours Goldman Sachs ici, on va faire que les headlines ici. Ici, on nous dit que ça n'est pas le report de Matrixport qui a causé un price crash de 8%. Oui, c'est un marché qui était sur leveragé, qui avait besoin de faire ça, et c'est plus ou moins une manipulation de marché, mais ici, on utilise la news pour bien évidemment venir faire le dip. Donc, qu'est-ce qui provoque quoi? Est-ce que c'est l'œuf avant la poule ou pas? En tout cas, tout simplement, vous avez des mains ici qui ont vendu, et vous avez d'autres mains qui ont suivi en se disant, attention, c'est en train de baisser. Donc, du coup, je vends également. Ça a provoqué un panic sell. On s'est arrêté à 10%, et voilà l'idée. En soi, les market makers étaient quand même en train d'absorber du short. Il y avait un moment où il fallait quand même également que tous ces longs-là soient rects, et que tous les DJN qui étaient en train de longuer le top, finalement, se fassent à un moment donné, tout simplement réprimander. Ici Kiyosaki, on va passer aussi. Pas mal d'explosions en Iran sur fond d'exécution de la part du Mossad, etc., de dirigeants du Hamas. Alibaba, moins 75% sur les 3 dernières années. Pour moi, il y a énormément de valeur sur Alibaba en ce moment, et on va dire que c'est le genre d'investissement où, de toute façon, étant donné le prix auquel vous le payez, je trouve ça extrêmement intéressant. Le marché action qui n'arrive pas à faire un rallye de Noël. Bon, il y a eu plus ou moins quand même sur Bitcoin quelque chose qui s'est passé d'assez intéressant. Hier, on a eu les minutes de la Fed. Il y avait pas grand chose dedans. En tout cas, j'ai pas vu de rapport à ce sujet-là. Aujourd'hui, on aura le rapport ADP, qui est un rapport privé sur l'emploi,
qui va sortir à 14h15. Et demain, bien évidemment, le taux de chômage aux États-Unis autour de 14h30. Donc ça sera assez intéressant à regarder. Pour le moment, le marché qui semble nous dire que le consensus est à 3,8. Le précédent était à 3,7. Donc une très légère augmentation du chômage aux États-Unis. Mais on reste sur des niveaux tout à fait acceptables qui ne seraient pas en train de nous donner les prémices d'une récession. Puisque dès qu'on commence à toucher les 4, 4,3, etc., ça risque... Le marché va devoir pricer une récession par rapport aux mauvais earnings, c'est-à-dire que si on a une récession, les entreprises vont faire des mauvais earnings, donc elles vont publier des mauvais résultats, donc du coup les actions seront d'autant amputées. Le marché théoriquement devrait avoir 3 à 6 mois d'avance si on avait une récession sur le fait de pricer cette récession, et puis ensuite au moment où, même avant que la Fed fasse son vrai pivot, eh bien le marché devrait repartir. En général c'est comme ça que ça se passe, en fait finalement on aligne le marché à 6 mois d'avance, mais 6 mois d'avance sur l'alignement entre on va dire la sphère monétaire et la sphère réelle de l'économie, ou en tout cas la manière dont on a de renvoyer des taux bas pour relancer l'économie. Le marché aura toujours 6 mois d'avance là-dessus. En ce qui concerne les liquidités, on va revenir ici sur ce niveau-là. Je mets en pause pour vous faire tous les refreshs avant. En ce qui concerne la liquidité, excusez-moi et j'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo si jamais le contenu vous plaît, prendre les quelques secondes qui permettent de le faire. On voit que 269 millions ont été liquidés sur les 700 millions qui ont été liquidés sur les dernières 24 heures sur Bitcoin plus Ethereum. Ça fait un petit tiers, donc ça veut dire qu'on a assez fortement corrigé bien sûr sur les alts de manière à déleverager en grande partie le marché. Donc un mouvement sur BTC qui engendre des liquidations sur les alts, ce qui est encore une fois plutôt sain. Personnellement, j'ai touché des ordres. Alors, j'ai vérifié sur au moins 3 alts, j'ai touché des ordres, à savoir XRP, Tao, et enfin voilà, ceux sur lesquels je m'attendais, j'étais dans l'attente de rentrer un peu plus fortement. Ensuite, en ce qui concerne ici Binance, le carnet d'ordre, des ordres de vente ici qui étaient là mais qui se sont ravisés. Assez peu d'ordres de vente finalement ici sur la zone, je trouve en tout cas, et assez peu d'ordres d'achat qui se sont faxés pour le renouveau, on va dire, de la structure. Ici on avait des ordres de vente qui... Enfin voilà, je trouve que c'est plutôt vide, à la fois à l'achat et à la vente, en termes suite à ce dip et à cette réaction dans l'autre sens, plutôt vide dans un sens comme dans l'autre. Les marchés en levier, on l'avait dit hier, on a pris beaucoup de bornes ici qu'on avait établies. Ici le prix se replonge, j'ai théoriquement une structure qui est en montée, j'ai un funding qui est en montée, donc je n'ai pas d'anomalie. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que là vous le voyez, on corrige énormément de monde. Je trouve que là ça fait des belles liquidations. J'ai pas nécessairement beaucoup de shorts qui rentrent en face, j'ai du contrat qui se ferme, et ici j'ai une structure qui monte et un funding qui monte aussi. Alors il y a peut-être très légèrement du short au-dessus, mais le funding est quand même à la montée, donc j'ai potentiellement en fait ici pas d'anomalie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement j'ai une prise de liquidité à faire ici, et on va la mettre en trétillé puisque c'est pas un niveau énorme. Et j'ai une prise de liquidité à faire ici, on le voit assez facilement, c'est les deux niveaux, on va dire, de price action qui sont relativement logiques. La prise de liquidité à faire ici, elle a été plus ou moins nettoyée là-dedans. En tout cas, je trouve, et c'est ça qu'on voit ici sur cette grosse mèche, sur l'open interest ici, le moment où on passe sous la structure. J'en ai parlé hier sur le Discord. Donc peut-être que potentiellement ici, on se dirige au 43,6 là pour le moment, et puis derrière, on viendra peut-être prendre le bas. Quelque part, moi, je suis intéressé par du long, mais plutôt à l'intérieur de cette mèche là. C'est-à-dire un peu plus bas, pour revenir revisiter 43,8, enfin l'imbalance qui est là en gros, voilà. Ce que je voudrais, c'est rentrer dans cette imbalance pour aller chercher celle-ci. Pour le moment, le prix ne m'a pas donné la zone premium ici dans la mèche qui me semblerait intéressante pour rentrer. Peut-être qu'il ne va pas me la donner, mais en tout cas, c'est mon plan pour le moment. Voilà. En ce qui concerne derrière les bulles de liquidité, eh bien, donc très beau nettoyage, on l'a dit encore une fois. On vient chercher les shorts. Ici, étonnant qu'on soit pas allé jusqu'à 43,8 parce qu'il y avait une belle position à prendre. Peut-être qu'elle a fermé. On a un delta shorter longueur qui est plutôt plus de shorter que de longueur. Vous le voyez, on est dans le rouge ici sur la 5 jours. Ensuite, quand on regarde ici,
Même chose, par contre j'ai des grosses positions en longue sur Ethereum, donc attention ça pourrait dipper plus fort, mais on n'a pas pris encore tout ce qui se passait au niveau des shorters, et vous voyez qu'on a pas mal de shorts qui ont eu le temps de rentrer, hein, malgré la rapidité de ce mouvement, il y a pas mal de shorts qui sont mis en place ici et là-dessus, donc une belle poche de liquidité ici éventuelle à 2386 pour le coup sur Ethereum. Encore une fois j'ai deux positions à minima, peut-être une troisième ici, vous les voyez là, qui sont encore ouvertes potentiellement sur du long à venir chercher, tout ça a plutôt une tête de bear flag, en tout cas de structure qui s'essouffle un petit peu et qui vient juste chercher ses shorts, chercher ses longues, chercher ses shorts, mais qui ne vient pas chercher ses longues. Donc attention au retournement de manivelle qui pour le coup là vient chercher tous les longues d'un coup. Là 7 jours, on est à jour, oui c'est bon, 7 jours extrêmement bien nettoyé, hein, on l'avait déjà dit hier, pour le moment on est en train de construire la liquidité au-dessus et au-dessous qui peut nous permettre d'établir un sens ou un autre. Étonnant qu'on vienne pas visiter cette poche, ce petit point chaud là ici au 43,6, pour le moment on n'y est pas allé, je pense que c'est partie remise, c'est-à-dire qu'on va y aller aujourd'hui, maintenant aucune certitude hein, bien évidemment de ce côté là, mais voilà, et puis peut-être derrière ici revenir dans la mèche encore une fois, revenir retester, je dirais que autour de 40 000, 41 000, les entrées peuvent être intéressantes et potentiellement même sous la mèche, au cas où on est surlongué ici sur les 41, d'aller chercher quelque part sous la mèche pour éventuellement chercher du long. Hier j'ai établi mon plan également sur le Discord dans lequel je disais que pour moi chercher du gros swing, c'est-à-dire aller chercher les 50 000 etc, je le ferai pas tant qu'on ne passera pas sous la structure entièrement, c'est-à-dire que je vais vous montrer après dans la conclusion, mais voilà. Ici attention, vous le voyez, on a beaucoup de longues qui commencent à se mettre en place sur Ether, et ça c'est un petit peu inquiétant, beaucoup de monde qui veut long Ether sur cet endroit là, c'est-à-dire qu'on pourrait revisiter 2130, et là pour le coup le long commencerait à être intéressant je pense, moi je l'ai pas pris à l'aveugle, mais ici, il y aura peut-être quelque chose à faire. Et puis, donc, une deuxième chance, hein, en gros. Si on devait monter à 2280, ça serait plutôt normal sur Ethereum également. Et grosse poche de liquidité en haut, hein, il y a du short à venir prendre sur Ethereum. J'ai pas regardé le funding depuis un moment, mais bon, c'est pas ça. On va faire un refresh ici. Et en ce qui concerne à peu près toutes les altes, vous voyez qu'on est repassé dans le jaune hein, quand même assez rapidement. Maintenant, voilà, il y a beaucoup d'altes qui sont assez fortement shortées ici, on le voit notamment dans toute cette zone-là. Donc voilà, n'hésitez pas ici, les altes en B et C notamment qui sont pas mal. Je sais pas qu'elles sont shortées. Ici, on regarde l'absence de long, hein. C'est quelque chose de différent qu'on regarde sur le Coin Screener. On va sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, on est là actuellement à 43, on va se mettre sur des plus petites time frames pour faire cette fameuse conclusion. On est bien sur BitGet. En l'occurrence ici, on voit que le prix galère un petit peu à repasser la M20 en daily, mais c'est pas trop un problème. Pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est que si on avait eu ici, vous le voyez, une AQ qui était propre, c'est-à-dire qu'on n'était pas passé sous la structure ici, je serais extrêmement bear. Néanmoins, vous le voyez ici, on a nettoyé les longues qui se basaient dans cette structure et ils étaient plutôt nombreux. C'est ce qu'on a vu sur l'Open Interest. Donc hier, c'est ce que j'avais dit si on casse cette distribution-là, possibilité de revenir à 42,3, on a une petite vingtaine de dollars en dessous, c'est pas ce qu'on a fait réellement, et voire de péter le top ici à 43,6. Néanmoins, personnellement, je rechercherais plutôt quelque chose dans cette mèche-là pour aller chercher quelque chose dans cette imbalance, à peu près dans ces eaux-là. Je dirais 44,5 et peut-être légèrement au-dessus. Pour le moment, vous voyez qu'on a couvert une partie de cette imbalance, puisque là, dans une plus petite time frame, là on est en 15 minutes, mais là on avait déjà une première correction, donc on est venu tester un premier pic ici. Hein, si je vous descends sur on va aller sur du 1 minute. Là, le prix revient chercher ce pic-là. Pardon. On va développer, là. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à aller zoomer dans l'ETF, hein, toutes ces choses-là. Le prix revient chercher ce pic-là. Il ne nous donne pas une couverture, vous le voyez ici, il ne nous donne pas une couverture totale de cette imbalance. Alors, c'est possible qu'il ne la prenne pas entièrement, et que derrière ici on se retourne vers le bas. Je pense qu'une tentative longue pour éventuellement rentrer sur cette mèche là, parce que j'aime bien la défense qui a été faite ici, donc là vous avez déjà ce niveau 15 minutes qui est intéressant, mais personnellement je le prendrai pas parce que pour moi, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'est pas dans une zone premium de la réaction. La réaction ici que vous avez là, en général, vous allez essayer de rentrer dans une vraie zone premium de cette réaction-là. Donc là, on a la réaction, effectivement, dans la liquidité. On a une très jolie mèche ici en bas, bien évidemment. On est là sur du 15, c'est très bien.
Derrière, on a la structure qui effectivement se retourne haussière. Ce qu'on veut, c'est que la plus grosse TF vienne éventuellement, en tout cas moi c'est mon plan ici, venir chercher quelque part autour de 41. Et là, on essaiera de venir chercher ça et potentiellement même ça. Pour le moment, mon plan également, moi c'est plutôt d'attendre. Alors bon, peut-être que ça va se concrétiser plus au niveau de la news. Hein. Beaucoup de gens parlent de demain au niveau d'une approbation ETF. Mon plan global, on va dire, hein, pour venir essayer d'aller chercher 50, ou en tout cas, si je devais placer un long pour jouer la news ETF, j'irais le chercher à un endroit où on a vraiment purgé sous la structure. Donc là, pour certains, on a purgé sous la structure. Pour moi, on n'a pas purgé sous la structure. Sous la structure, je parle de ce range-là, d'accord ? C'est-à-dire que si vraiment j'avais envie et besoin de venir chercher un long pour aller chercher 48, 49 000, peut-être potentiellement 50, j'aurais tendance à venir le chercher à minima une fois qu'on aura purgé la liquidité qui est au-dessous de tout ça. C'est-à-dire, concrètement, quasiment dans ces zones-là, quoi. Toute cette zone-là peut commencer à m'intéresser. C'est-à-dire de 39 à 38,5, globalement, peut-être potentiellement 38. Entre 38 et 39, ça m'intéresse beaucoup d'aller prendre un ordre pour effectivement, là pour le coup, viser bien évidemment d'abord le haut de range, 44 ici, 44,5, et potentiellement une cassure supplémentaire ici vers le haut. Ça m'intéresserait pas mal. Maintenant, c'est mon plan, parfois c'est pas du tout ce qui se met en place, mais c'est bien d'avoir un plan et d'avoir tout simplement d'avoir déjà l'exécution avant que tout ça se mette en place. Vous voyez ici sur le volume profile, quelque part autour de 38, ça peut être intéressant. Peut-être ouvrir une petite position à 39 et puis ensuite venir, si jamais on y va, l'alourdir, la défendre et l'alourdir pour avoir effectivement quelque chose pour le coup sur les 38, 37,5, 38 qui peut éventuellement nous donner du up jusqu'à 44. Pourquoi ça ? Parce qu'on a eu la déviation maintenant au-dessus de ce range. On a confirmation bien qu'il y a rebond sur les 40. On a eu la déviation au-dessus de ce range. Et assez souvent, on vient désormais ensuite nettoyer la liquidité en dessous pour faire la continuation de range, c'est-à-dire venir casser le range derrière. C'est plus ou moins, en tout cas, ce que je joue. Donc pour le moment, je garde mes shorts qui ont 2 TP. Il y en a un à 37,5 justement, légèrement au-dessus de 38,5. Et un autre qui, au cas où, vient chercher un runner qui viendrait chercher les 32 000 $. Ça m'étonnerait qu'on y aille, sincèrement, parce qu'il va y avoir quand même acceptation potentielle de l'ETF spot, etc. Ça voudrait dire que l'acceptation de l'ETF spot, elle nous donne en gros une bougie de 15 minutes et qu'on refuse ici, qu'on continue cette distribution. D'accord ? Donc voilà, pour moi, mon short ici est plus ou moins protégé parce qu'on avait shorté à peu près par ici. Désormais, le SL est à break-even et on s'attend éventuellement à ce que, tout simplement, ce break-even soit pris, mais c'est pas du tout un souci. Donc voilà un petit peu l'idée, vous l'aurez compris, je vous ai bien établi le plan, et attention à pas confondre ce qu'on va essayer de venir prendre en intraday, c'est-à-dire encore une fois quelque part une entrée longue dans cette mèche là pour à minima venir chercher quelque chose comme ceci, c'est-à-dire finalement un nouvel aller-retour dans le range ici, c'est-à-dire que là même sur le mouvement qu'on soit en train de faire, finalement ça nous donne derrière un refus pour revenir derrière, refaire le vrai mouvement, c'est plus ou moins ça qu'on vient chercher en intraday, et ce qu'on essaye de venir chercher en swing, c'est-à-dire plutôt une entrée dans ces zones-là pour aller chercher la déviation qui va nous emmener dans ces zones-là. D'accord ? Ça, c'est pas du tout la même chose. L'amplitude n'est pas du tout la même. La taille de position n'est pas la même. Et également, moi, assez souvent, sur de l'intraday, je vais assez vite remonter mon stop, tout simplement, pour être sûr de faire une bonne journée intraday, c'est-à-dire suivre une accumulation, par exemple, comme ici, où vous seriez rentré par ici, vous auriez assez rapidement remonter vos stops sous chacune des vallées de la structure, et attention de ne pas coller trop à la trend, ici l'idée c'est pas de suivre la trend minute par minute, l'idée c'est dès que j'ai une jolie vallée qui s'est mise en place, à ce moment là je viens me coller dessous. J'accepte de faire partie de la liquidité et de me faire sortir parce que de toute façon mon trade est profitable. Donc c'est pour ça que je viens me coller à la structure. Vous n'êtes pas obligé de vous coller complètement parce que assez souvent les niveaux sont revisités, donc ne vous collez pas en plein. Mais voilà, pour moi c'est la manière que je fais. Donc là vous voyez, j'ai pas nécessairement le pic qui me permet de redescendre le SL de mon short ici. J'ai rien qui pour l'instant peut me dire je pourrais me mettre là, mais bon ça correspondrait. En plus c'est un runner, ce short a déjà très bien fonctionné et j'ai pas nécessairement besoin de faire ça, donc en l'occurrence je préfère ici laisser respirer le trade. Après ça dépend de la profitabilité de votre position, encore une fois si elle est précaire
eh bien il faut pas hésiter à faire autrement. En tout cas voilà, 43 000 $ pour le moment, un Bitcoin qui a plutôt bien tenu son range, qui a plutôt bien tenu également, je vous l'avais expliqué hier, mais cette accumulation rouge que vous voyez là, vous voyez qu'on a rebondi pile dessus, vous voyez qu'on a rebondi pile sur le niveau 5 minutes. Pour le moment, moi je m'attends à une entrée quelque part dans la mèche 1 minute ou 5 minutes qui s'était mise là-dessus, c'est-à-dire pour le moment j'essaye de trouver, là j'ai une belle défense des longueurs, dans toute cette zone-là, d'accord, à partir de 41 245 jusqu'à 40 310, pardon, sur Bitget. J'ai une belle défense des longueurs, donc j'aimerais bien être dans leur équipe pour la prochaine défense, si jamais si jamais on va la revisiter, bien évidemment. Et voilà, et pour moi, cette structure, elle est relativement bearish, je parle de ça. Elle est relativement bearish, et ce d'autant plus que si jamais on vient prendre les 43,6 ici et refuser, et derrière perdre bien évidemment cette accumulation-là, là il y aura peut-être potentiellement un petit intraday à prendre en short pour justement aller revisiter quelque part dans la mèche ici. Bref, vous comprenez ici l'étude et la lecture un petit peu des choses. Voilà, pas de niveau perdu à ce stade, on est toujours sur les hauts time frame, on refuse de repasser au-dessus des niveaux weekly en violet. Je pense qu'on est à jour sur même les niveaux. Ici on a un petit 15 minutes, ici on en a un autre. Oui, non, c'est bon, on est pas mal. On a le petit 5 minutes en haut. Donc voilà, c'est un petit peu chargé. Mais on n'est pas trop mal là-dessus. Je vous laisse là-dessus. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. La question du jour. J'ai beaucoup de mal en ce moment avec les questions à la con. Oui, tiens, décrivez-moi, est-ce que vous avez sur vos clés un porte-clés, et décrivez-moi le porte-clés que vous avez sur vos clés. Est-ce que c'est une photo des enfants? Est-ce que c'est un truc à la con? Est-ce que c'est un souvenir? Etc. Mettez ça en commentaire, comme ça nous permet de discuter de choses et d'autres. J'ai assez peu répondu aux commentaires dernièrement, mais je vais m'y remettre, je vais tous les reprendre, je réponds à absolument tous les commentaires. Et donc du coup, voilà, je vais tous les reprendre un par un, il faut juste que je me trouve le temps de faire tout ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.